Alors, je propose de continuer ce que Bruno Falissard vient de nous exposer et organiser mon propre exposé autour de une idée. Toute invention technique modifie la manière dont on se pense. Et la deuxième idée, c'est que dès l'instant où on vit dans un milieu écologique, et là je propose, la technologie construit notre nouvelle écologie, donc structure, sculpte d'autres formes de cerveau, c'est-à-dire d'autres manières de percevoir le monde, et quand on parle, d'autres manières de se le représenter. Percevoir, c'est proche de la biologie, se le représenter, c'est forcément proche des récits. Alors, comment je vais illustrer ça ? Avant l'apparition de la bricole pour le cheval, il fallait 10 hommes pour faire le labour. Quand on a mis le licol autour d'un cheval, il s'étranglait et il travaillait moins bien, mais dès l'instant où on a fait un harnais de poitrail, il a remplacé 10 hommes. Et à ce moment-là, on a pensé, est-ce que vraiment l'esclavage blanc est nécessaire, ou est-ce qu'on pourrait, en domestiquant des animaux forts, on pourrait peut-être être moins violent envers les êtres humains. Première idée. Deuxième idée, j'en parlais tout à l'heure, j'habite à Toulon, qui est le premier port de guerre français, et où il y a beaucoup de mouvements actuellement, et on a trouvé dans les archives l'imprimerie. Et avant l'apparition de l'imprimerie, les hommes d'équipage pensaient que le capitaine était seul maître à bord après Dieu. Pour une raison bien simple, c'est que c'était le seul capable de faire le point et que donc il pouvait tout se permettre. On ne pouvait pas le balancer par-dessus bord, sinon on mourrait tous. Dès l'instant où l'imprimerie est rentrée dans la ville, il y a toujours eu des hommes d'équipage qui ont compris comment il fallait faire le point, c'est pas très compliqué. Dès l'instant où un autre homme d'équipage partageait le savoir, le capitaine ne pouvait plus être seul maître à bord après Dieu. On pouvait le balancer par-dessus bord s'il exagérait, on rentrerait à bon port quand même. C'est-à-dire que l'imprimerie, en permettant le partage du savoir, était un premier pas vers la démocratie, après l'attelage des chevaux. Or, il y a eu donc l'imprimerie, partage du savoir, on commence à penser la démocratie, mais en même temps, le premier best-seller, ça a été le Malleus Maleficarum, c'est-à-dire le marteau des sorcières, comment torturer les gens pour obtenir une conversion sincère au christianisme. Et quand j'ai vu les instruments de torture, je vous assure que la conversion devait être sincère. Alors, avec Internet, je fais le pari qu'il va se passer exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que c'est un outil stupéfiant de communication en temps presque réel, de ramasser, les Québécois disent, la cueillette des données. Alors, ce n'est pas une cueillette, c'est des brassées de données, c'est des tombereaux de données qu'on va ramasser et qui vont poser d'ailleurs le problème de la clarté. C'est que si on veut voir un monde clair, il faut réduire. C'est-à-dire que sur le plan neurologique, on ne peut pas tout voir. Si on traitait toutes les informations, on serait confus et on ne verrait rien. On verrait un magma d'informations sans forme, et c'est l'oubli qui permet d'avoir une représentation de soi claire, et c'est la réduction du traitement des informations qui permet de faire saillir un objet de pensée qui doit, tant bien que mal, correspondre à un objet dans le réel. Donc, même raisonnement pour Internet, on va en même temps avoir un outil de communication stupéfiant, même peut-être trop abondant, on risque d'être noyé sous les informations et de perdre la clarté, la simplicité, la réduction des informations. Et en même temps que ce progrès fantastique, comme Google par exemple, en même temps que ce progrès fantastique, Internet devient une boîte à ordures, c'est-à-dire une boîte à rumeurs, où on voit apparaître des
tas d'informations qui avant étaient mises dans des boîtes en pierre. Les Romains faisaient ça, c'était des boîtes à dénonciation, et maintenant la boîte à dénonciation, ça va être Internet. Donc même résultat, c'est-à-dire qu'on a en même temps un progrès fantastique et un effet secondaire fantastique. Alors notre mémoire, je pense que je suis un archéopsychiatre, c'est-à-dire j'ai été diplômé avant 68, à l'époque où on apprenait la neurologie, et une fois qu'on avait appris les trous de la base du crâne, on nous disait, ben voilà, prends en charge ce schizophrène. Prends en quoi, ce quoi? C'est-à-dire que... Alors je dis, mais moi je connais les trous de la base du crâne, je ne sais pas ce que c'est que la schizophrénie. Mais maintenant ça a changé, la psychiatrie existe depuis 71 et elle progresse. Alors le problème, c'est, je propose de distinguer la trace et le souvenir. La trace est une information à notre insu, une information non consciente, je n'ai pas dit inconsciente, une information non consciente, biologiquement tracée dans notre cerveau. Et Pierre Rousseau, qui travaille avec nous sur les interactions précoces, confirme qu'effectivement, dès que le bébé sort, à peine il est né, il cherche le regard de sa mère, et quand quelque chose le sidère, il n'accroche pas le regard de sa mère, c'est un mot, c'est rattrapable, bien sûr, il vient de naître, mais c'est le symptôme clinique, observable, manipulable, réfutable, que quelque chose se met mal en place, mais à ce stade du développement, on peut encore le rattraper. Mais quelque chose a fait souffrir le bébé à peine arrivant au monde. Or, la trace est déjà une sculpture du cerveau, c'est-à-dire que c'est le milieu, les informations du milieu qui commencent déjà à sculpter le cerveau, à faciliter le cheminement. Freud parlait de frayage, c'est-à-dire que Freud était neurologue, il n'a jamais été psychiatre, c'est-à-dire que Freud parlait de frayage, et déjà on voit qu'une aptitude cérébrale est acquise très précocement de mieux percevoir un type d'information qu'un autre. C'est-à-dire que le monde qu'on perçoit est déjà imprégné, au sens biologique du terme, au sens où Bruno Falissard l'a employé. Moi, je l'ai appris la première fois en éthologie animale. Mais c'est confirmé par la neurobiologie d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit que le cerveau, à peine né, et on sait maintenant, dans les dernières semaines de la grossesse, on sait maintenant que le cerveau du petit est déjà sculpté, pas frayé, disait Papa Freud, par les émotions de sa mère, et par les émotions du contexte. Alors, et pourtant, la trace du cerveau qui nous a rendus sensibles à un type d'information, ensuite il va falloir le mettre en mots. Alors je prends l'exemple, on va l'appeler Audrey, elle commence à peine à parler, mais on va dire elle a 20 mois, et sa mère reçoit un colis, c'est un colis piégé, le colis explose, les pompiers, les voisins arrivent, et se précipite, et la mère meurt en quelques heures. Et les gens regardent la petite fille et disent « Oh ben c'est rien, elle est trop petite pour comprendre ». C'est une phrase de déni qui sert à soigner les adultes, parce que la petite, elle a compris ce qu'on peut comprendre dans un monde d'enfants de préverbal. Mais elle a compris des tas de choses, à 20 mois, elle a déjà compris. Et puis elle joue, et on la confie à une Parisienne, une famille parisienne, et un jour elle arrive près du printemps à Noël, attaque de panique anxieuse, parce qu'elle voit des Pères Noël, et elle se met à crier, les Pères Noël sont méchants. Alors on a beau lui expliquer, mais non, c'est gentil un Père Noël. Elle sait, elle sent, c'est une évidence pour elle, elle n'a pas besoin de démonstration, les Pères Noël sont méchants. Et on met longtemps à comprendre que le Père Noël méchant, c'est l'uniforme des pompiers du pays qui ont accouru au moment où sa mère était en train de mourir. Elle avait compris ce qu'on peut comprendre dans son monde d'enfant, et ensuite elle avait donné une forme verbale à une sensation préverbale tracée dans son cerveau. Donc quand on parle, c'est pas toujours pour désigner des choses extérieures à soi, mais c'est souvent pour désigner des choses intérieures à soi, imprégnées, sculptées par les événements du contexte. Alors maintenant, on va passer au souvenir. Alors là, c'est totalement différent. C'est que le souvenir est une anticipation du passé. Et là, je ne fais pas ma coquette. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'on va chercher dans son passé les images et les mots qu'on va adresser à quelqu'un, s'il y a quelqu'un, pour partager le récit qu'on va essayer d'en faire. C'est donc une représentation, au sens théâtral du terme, et au sens neurologique du terme. On fait revenir
dans les neurones, on fait revenir une information qui a été tracée, mais qu'on fait revenir. Et on fait revenir cette information presque intentionnellement, c'est-à-dire il y a une anticipation du passé. Il n'y a pas de passé du passé puisqu'il est constamment remanié. On le reconstruit constamment. Selon les rencontres, selon la culture, selon les événements, on reconstruit ce qui nous est arrivé. C'est toujours, pour nous, c'est toujours une évidence. Même si on dit le contraire de ce qu'on a dit il y a 10 ans, c'est une évidence encore une fois. Mais donc ça veut dire que, intentionnellement, ça explique la possibilité de psychothérapie, ça explique la possibilité des romans, des films, des créations artistiques. On peut décider d'aller faire un livre, d'aller rencontrer quelqu'un pour travailler un souvenir, élaborer un souvenir, en espérant le remanier et pour moins en souffrir, éventuellement pour moins en souffrir. Donc cette anticipation du passé, c'est une construction qui est intentionnelle. Et là, comme j'ai été neurologue pendant presque 40 ans, avant la réduction des vitesses en voiture, il y avait presque 3000 lobotomies tous les ans. Et ces lobotomies étaient provoquées par les accidents de voiture. C'est-à-dire que les gens se cognaient, ils perdaient connaissance, on faisait un scanner, on voyait 2 hématomes bifrontaux, les hématomes se résorbaient et il y avait des trous à la place, c'est-à-dire qu'on avait une belle lobotomie comme celle qui a valu le prix Nobel à Egas Moniz. C'est-à-dire que mais quand Egas Moniz la lobotomie a été considérée comme un crime, ce qui est un crime, mais quand il y avait 3000 lobotomies par an à cause des accidents de voiture, on ne considérait pas ça comme un crime, on considérait ça comme un accident. C'est-à-dire que choisir un mot pour désigner une chose, c'est déjà une interprétation de la chose. Donc c'est déjà un aveu autobiographique. La manière dont on parle la chose, c'est volontairement que je fais c'est volontaire, hein, la manière dont on parle la chose la construit. C'est pour ça que j'ai le droit de me faire intransitif là. Donc parler la chose, c'est la construire. Donc ça veut dire que les récits, alors les récits sont constructifs de nous-mêmes et de nos relations. Alors là, je quitte la neurologie et je quitte pour entrer dans le monde des représentations verbales, des représentations de choses qui ne désignent pas toujours des choses. D'où la possibilité d'ailleurs du délire. Et il y a des délires normaux, il y a des délires pathologiques, et il y a des délires normaux. Il vous est arrivé de voter pour eux. Vous avez voté pour des... donc, et ces délires normaux, ils sont cohérents, sauf qu'ils désignent rien du réel. Mais ils sont cohérents. Ils sont logiques. Ah ben oui, c'est convaincant, sauf que le réel, il est pas là. Alors, il y a l'organisation de 3 formes de récits, qui ne sont pas des traces. C'est-à-dire que, puisque c'est des représentations, c'est des reconstructions de son passé, avec des images et des mots, et moi je propose l'idée que les images déjà sont sémantisées. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a l'arbitraire du signe, il y a tout ce que les linguistes nous apprennent, mais je pense que déjà, les images, c'est déjà une sémantisation du monde. Ça veut dire que nos bébés, bien avant la parole, ont déjà un monde construit par des représentations, par une sémantisation. Ce n'est pas seulement la perception d'une image, le bébé qui perçoit une image, l'image indique quelque chose qu'il se représente. Donc c'est pour ça que je m'applique à dire représentation d'images et de mots, comme un scénario, comme un film sans pas. J'allais dire film sans parole, comme un film avec des paroles, avec un scénario de théâtre ou un scénario de film. Mais ça veut dire aussi que cette trace-là, elle prend des circuits privilégiés dans le cerveau. Si on veut faire une trace de mémoire, ça sera préférentiellement le système limbique. Ça c'est une bonne mère. Vous allez voir. Donc, le système limbique est circuité, et notamment lorsqu'il y a une altération du milieu, un appauvrissement du milieu précoce, très précoce, dernière semaine de la grossesse, premier mois de la vie. Alors là, même au scanner, on voit des modifications préfrontales. Et ces modifications préfrontales sont presque des lobotomies acquises. Les 2 lobes préfrontaux n'anticipent plus, c'est le socle neurologique de l'anticipation. Il peut être coupé par une lobotomie, il peut être coupé par un accident de voiture, et il peut être non stimulé
par un appauvrissement de la niche affective et verbale. C'est-à-dire que quand le bébé se développe dans un isolement sensoriel, bébé dans un isolement affectif, son cerveau est structuré par le manque d'affect et le lobe préfrontal n'inhibe plus l'amygdale rhinencéphalique, c'est-à-dire que, je vous le disais que c'était une bonne mère. Merci. Et quand le lobe préfrontal ne fonctionne plus, ou fonctionne mal, ou hypofonctionne, et il ne freine plus, les Américains disent, il déchaîne, unleashed, il déchaîne l'amygdale qui est le socle neurologique des émotions. Ce qui fait que, pour un enfant ou un adolescent qui a été privé d'affection au cours des interactions très précoces, dernière semaine de la grossesse, premier mois de la vie, toute information devient pour cet enfant une agression ou une alerte émotionnelle. C'est-à-dire d'où l'importance des interactions précoces. Les pays d'Europe du Nord, ayant bien pris conscience de ça, ont modifié les rythmes scolaires et modifié les conditions de parentalité, retardé les notes à l'école, enfin ce que vous savez 100 fois mieux que moi, et les résultats, ils les évaluent. Maintenant, ils ont un retour sur investissement, et en Finlande, ils prétendent avoir 1% d'illettrés. Alors que, donc ça veut dire que il y a des méthodes, mais les décisions sont politiques. Des décisions de société, des décisions politiques qui vont, en modifiant la notion de parentalité, parentalité c'est la mère bien sûr, mais c'est le père aussi. Et c'est même, Bowlby, mon maître, disait que c'est un système familial à multiples attachements. La mère parce que statistiquement c'est elle qui porte les enfants, donc c'est elle qui marque les premières empreintes. Et puis la niche sensorielle, où l'histoire de la mère est déjà intégrée dans l'appauvrissement de la niche. Donc il y a des solutions, mais le cerveau est sculpté par le milieu, et on peut intervenir sur cette sculpture. Mais si, alors, ces troubles de la mémoire donc, organisent la manière dont on raconte son histoire. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants abandonnés, tous avaient des trous de mémoire au moment où ils avaient des absences de relations. Je ne mets dans ma mémoire que ce que vous y mettez, nos disputes, nos conflits, nos affections, nos rigolades. Si je suis seul, il n'y aura rien à mettre en mémoire, alors que mon cerveau est peut-être sain, il n'y a pas d'événement extérieur, donc je ne mets rien en mémoire. Donc ça veut dire aussi que cette mémoire, même quand elle est imprégnée, elle n'est pas passive. C'est pour ça que là, il y a certainement une première différence avec l'e-mémoire, la mémoire numérique, c'est que je vais prendre un risque. Peut-être que la mémoire numérique imprègne toujours de la même manière. Je ne suis pas sûr de ce que je dis. Alors que nous, êtres humains, on n'imprègne pas toujours de la même manière. On a des périodes sensibles où on imprègne tout le langage. Entre le 10e et le 20e et le 30e mois, tout enfant peut apprendre toute langue, même les plus compliquées, sans école et sans livre, et avec l'accent. Essayez de refaire ça le reste de votre vie. Moi, ça fait 60 ans que je suis débutant en anglais. C'est-à-dire... Ça me fait plaisir. Ça fait du bien. On n'apprend pas. Donc là, on est mobilisé et notre environnement modifie notre sensibilité aux événements. Si on est isolé, comme je proposais tout à l'heure, toute information est une alerte. Si on est sécurisé, la même information est une invitation à la découverte et au jeu. Donc il n'y a pas de causalité linéaire, alors que peut-être pour une e-mémoire, peut-être que c'est plus linéaire. Alors que nous, déjà, non seulement on est sculpté par le milieu, on interprète, on reçoit les événements de manière différente, et ensuite, quand je veux faire un récit, quand je me fais le récit de ce qui m'est arrivé, je vais chercher dans ma mémoire les images et les mots qui permettent de constituer mon identité, l'idée que je me fais de moi. Quand je vais partager le récit avec quelqu'un, si je me sens en confiance, Bowlby disait, si vous êtes une base de sécurité, je vais être content de partager avec vous. Si vous êtes une base d'insécurité, je vais être angoissé de partager avec vous. C'est-à-dire que le même phénomène peut avoir des connotations affectives radicalement opposées selon les traces imprégnées dans ma mémoire au cours de mon développement. Alors en plus, en plus, on se rend compte que nous, pour avoir nos diplômes, on a été obligé de fragmenter le savoir.
la biologie d'un côté, la psychologie de l'autre, l'anthropologie, la linguistique, etc. Mais quand on est praticien, ou quand on vit tous les jours, la personne qui est à côté de nous, ce n'est pas une personne fragmentée. Et on est obligé d'intégrer des savoirs différents. Et même notre cerveau le fait. Par exemple, il y a ce qu'on appelle dans la mémoire l'aphasie optique. Les gens ont un petit accident, les droitiers ont un petit accident temporal gauche et ils ont du mal à fabriquer des mots. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas, puisque les images sont sémantisées, donc ils pensent avec des images, ils comprennent des tas de choses avec des images, mais ils ne peuvent pas les formuler avec des mots, puisque la machine à fabriquer des mots est altérée par la tumeur, par l'accident vasculaire, etc. Alors, mais les gens ont du mal à retrouver les mots. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour parler dedans. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Ça augmente le son. Oui, mais ça s'appelle comment? Ah, je ne trouve pas le nom. Touchez-le. Ah, c'est un micro. C'est-à-dire qu'il a fallu faire converger des sources différentes d'empreintes, de mémoire, pour que je puisse nommer la chose. C'est-à-dire que même le langage et le mot qui désigne la chose résulte de la convergence de sensorialité, d'affection, de développement. Donc on est vraiment dans une pensée complexe, ce qui ne veut pas dire compliqué. Alors, dans cette nouvelle forme de mémoire, dans ces nouvelles formes d'e-mémoire, comment on peut imaginer ce qui va se passer? Il y a un stock d'informations qu'on ne peut pas traiter. Alors, dans une mémoire humaine, c'est l'oubli qui permet de faire saillir une mémoire. On peut traiter parce qu'on réduit. Nos mots, d'ailleurs, sont une réduction. Nos bébés arrivent au monde avec 3000 phonèmes. C'est ça à peu près, non? Combien tu dis, 300? Bébé, 3000 phonèmes? Ah bon, alors, bon, je gomme, je recommence. Mais c'est la réduction des mots qui permet, c'est la réduction des phonèmes qui permet de fabriquer des mots. De même que c'est la réduction qui permet de voir des images, de même que c'est la réduction, l'oubli de la réduction de mes souvenirs qui permet d'avoir une identité narrative. Je sais qui je suis parce que j'ai oublié presque tout de ce qui m'a entouré depuis ma naissance. Alors, donc cette mémoire numérique, cette e-mémoire qui est en train de se développer à une vitesse folle, c'est-à-dire qu'elle risque de nous noyer sous les informations. Pour nous sécuriser, on risque de se réfugier dans une seule information, celui qui dit la vérité, c'est-à-dire le chef. Le chef, le gourou, celui qui sait tout. Et c'est ce qu'on voit réapparaître actuellement dans beaucoup de civilisations en difficulté. On espère, on donne la parole au chef parce que lui au moins il sait et on éprouve le bonheur dans la soumission dont parlait la Boétie. C'est ça? C'est le bonheur dans la servitude volontaire dont parlait la Boétie. donc ça... Il a dit que tu étais une bonne mère, alors maintenant il faut que tu assumes. Hein. Donc ça veut dire que ce processus de réduction n'existera plus si on veut tout savoir, ou existera tragiquement si on dit un seul connaît la vérité, c'est mon chef vénéré. Alors ce chef vénéré, ça peut être un chef religieux, ça peut être un chef profane, le communisme disait la vérité, ça peut être un chef scientifique, c'est mon patron qui va me donner mon poste, donc j'ai intérêt à dire les mots qu'il aime entendre pour avoir un poste. Donc cette réduction-là risque de nous faire vivre ensemble de manière un peu totalitaire. Alors je termine juste pour dire une dernière image, c'est-à-dire que là je parlais du récit de moi que je me fais. Ce récit de moi, si je le partage avec quelqu'un avec qui je me sens en confiance, je vais être seul, donc ce récit de moi va m'apaiser, va modifier mes sentiments, mais il faut aussi que les récits culturels soient concordants, c'est-à-dire les films, les romans, la doxa, les préjugés, il faut que tous les récits d'alentour soient concordants, sinon je vais me sentir chassé de la culture. Ce qui m'est arrivé, personne ne peut l'entendre, je suis chassé de la culture. Alors qu'au contraire, si vous vous intéressez à ce qui m'est arrivé, on aura des récits concordants, je vais me sentir bien avec vous, mais si on a des récits discordants, je vais avoir un récit coupé, un récit, comme les psychanalystes disent, un récit clivé, c'est-à-dire, je ne vais vous dire que la partie de moi que vous êtes capable d'entendre. Et la partie de moi que je n'ai pas la force de dire et que vous n'êtes pas capable d'entendre, eh bien, je vais la garder, je vais l'encrypter et elle va agir à mon insu. Donc ça veut dire qu'il n'est pas impossible du tout que cette nouvelle
forme de mémoire modifie probablement notre cerveau, ça c'est certain, et la manière dont on va vivre ensemble. Merci.